Bonjour Thomas Jamet. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes président de l'agence Moxie, Oui. chroniqueur tous les mardis matins sur France Info, professeur à Sciences Po Paris, Sud de Pub, l'ISCOM ou encore au CELSA. Vous présidez aussi la commission Brand Content de l'UDECAM. Et enfin, vous êtes auteur de 2 livres, Renaissance méthodologique et plus récemment, Les nouveaux défis du Brand Content. Alors en tant que spécialiste reconnu du Brand Content, quelle est votre définition de cette forme de communication? Alors déjà, le brand content, c'est de la pub. Premièrement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire et redire, parce que trop souvent, on a tendance à le considérer comme quelque chose de différent finalement de ce que c'est-à-dire c'est de la publicité. Et donc dans mon livre, mon deuxième livre, donc, qui s'appelle Les nouveaux défis du brand content, sous-titré Au-delà du contenu de marque, pour bien montrer que quelque part, en fait, cette appellation de brand content, elle doit être à un moment donné aussi dépassée, et que quelque part, c'est une manière de prendre un brief, de raconter une histoire à un consommateur, qui est tout simplement un moment d'échange différent de celui d'une communication plus descendante, plus top-down, où la marque serait là uniquement pour proposer un message promotionnel ou pour faire passer un message, on va dire, de manière un petit peu à la façon de ce qui pouvait se passer dans ce qu'on appelait la réclame avant. Donc le brand content, c'est prendre d'une certaine manière, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui le brand content, c'est prendre le poids de la révolution digitale, de la mutation du nombre de points de contact, et quelque part se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on est une marque, pour parler à un annonceur, pour parler à un consommateur, pardon, il ne faut pas le prendre uniquement comme un consommateur, mais comme un public à qui il faut raconter une histoire. Tout simplement parce qu'il peut choisir de ne pas regarder, de zapper, de quelque part même intervenir dans le débat, il peut choisir de prendre la parole, et donc il faut l'intéresser, et il ne faut plus être uniquement dans des types de discours qui sont des types de discours uniquement basés sur l'interruption, mais également sur l'attention. Alors je ne dis pas pour autant que le brand content ne peut pas être basé également sur de l'interruption publicitaire. C'est-à-dire que le brand content peut très bien, à partir du moment où on définit ça comme un moment d'échange différent entre une marque et un public, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des formes de contenu qui soient diffusées en écran publicitaire. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec, déjà il y a très longtemps de ça, ça date, 84, Pepsi, The Choice of a New Generation avec Michael Jackson, pub au Super Bowl. Et d'une certaine manière, toutes les publicités type Super Bowl sont ces moments d'échange particuliers, puisque par essence, elles sont encore plus virales, encore plus interactives, et qu'on n'est pas là uniquement dans une sorte de tunnel de publicité traditionnelle, mais dans une histoire différente. Donc à partir de ce moment-là, si vous définissez ce qu'on appelle le brand content comme ça, eh ben, vous pouvez mettre plein de types de communication. Ça peut être de l'événement, ça peut être de la publicité, de la création digitale bien évidemment, ça peut être à peu près toutes sortes de prises de parole à partir du moment où on est sur ce moment différent d'échange, de dialogue entre une marque et un public. D'accord. Alors, dans l'histoire de Brand Content, on peut commencer avec le Guy Michelin Oui, et tout à son fait. guide. Puis au début, il y a eu quelques livres blancs Mhm. d'entreprise. Puis ensuite, après, on peut accélérer avec les premiers blogs de marque Oui. qui ont réussi à rebondir avec le développement de YouTube. Quel regard vous portez sur le Brand Content d'aujourd'hui? Alors effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau. C'est quelque chose même qui date depuis la naissance de la publicité, donc 1895, avant même le guide Michelin. C'était John Deere, une marque un fabricant de tracteurs, qui avait créé le premier magazine de marque en embauchant des journalistes pour créer du contenu. Donc pour parler différemment, prendre la parole différemment avec ses clients. Donc on était dans un exercice de brand content. Donc intellectuellement, c'est la même chose. La marque Guinness, par exemple, a inventé le Guinness Book des records. Pourquoi? Pour créer des moments de dialogue entre ses consommateurs dans un lieu de consommation qui est le pub, avec la grande tradition des quiz à l'anglo-saxonne. Donc d'une certaine manière, c'était le premier exercice de community management de l'histoire. Donc on est dans cette logique intellectuelle depuis le début, donc c'est pas du tout nouveau. En revanche, ce qui change aujourd'hui, c'est le digital. Ça c'est sûr. Donc la technologie a changé, a évolué. Donc le digital va permettre de faire plus de choses. Donc de proposer des formats réellement interactifs, du gaming, ce qu'on appelle de l'advergaming ou de l'advertainment, d'imaginer comment on peut aujourd'hui créer des dispositifs qui vont être plus en live, donc utiliser la force des réseaux sociaux pour ça. Donc quelque part aujourd'hui, le contenu s'insère dans un univers média qui a complètement été bouleversé, et donc c'est en cela que c'est intéressant, c'est en cela que ça a changé. Mais quelque part, c'est la même logique depuis toujours. D'accord.
Et dans 5 ou 10 ans, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, moi, je pense que même avant 5 ans, un des paris que je fais, c'est que le contenu et la création, c'est déjà le cas, hein, il y a déjà quelques exemples assez brillants qui sortent, vont se marier avec la data et avec le programmatique. Donc, le programmatique, c'est la capacité d'être vraiment sur une offre média pour une marque personnalisée, contextuelle, au bon moment, au bon endroit, pour la bonne personne, avec un message quasiment personnel, personnalisé. Donc demain, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des plateformes de contenu qui soient quasiment autogérées par des robots ou par des machines et qui proposent de manière totalement personnalisée un message par personne au bon moment, au bon endroit. Donc en fait, on peut tout à fait imaginer qu'avec la technologie, le développement des hologrammes ou de choses de ce genre-là, on puisse arriver à ce qui se passe dans Minority Report quand Tom Cruise entre dans ce supermarché ou cette centre commercial et où tous les magasins lui parlent en lui disant tiens, bah justement, une bonne Guinness ne serait pas de refus, comme la semaine dernière, tiens, vous avez acheté un pull bleu la semaine dernière, on a le rouge, est-ce que ça vous intéresse? Mais avec pas uniquement comme aujourd'hui, comme on l'a, hein, quand on a effectivement des data qui sont analysées avec les cookies et qui sont traqués, qui traquent nos données pour nous proposer des produits qui sont proches de ceux qu'on a recherchés. Donc ça arrive à tout le monde de regarder ça sur quasiment tous les sites internet. On se rend compte qu'on nous propose des choses qui nous intéressent et comment tout ça est transformé en contenu. Donc comment on fait passer cet exercice quelque part créatif, basique, dans un exercice où justement le moment d'échange est différent. Et plus uniquement, là aussi, sur l'interruption avec un système de display ou de banner. Mhm. Alors, on a en France comme bon exemple Oasis, Mhm. qui fait un véritable carton Ouais. à chacune de ses publications. Mais finalement, pour réussir son brand content, quand on est une marque grand public, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir un bagage avec une bonne notoriété et ou une image forte? Pas forcément, parce que je pense que toutes les marques peuvent réussir une bonne communication. Mais après, là encore, on ne parle pas forcément de content. Quelque part, d'une certaine manière, il faut une bonne histoire. Voilà. Et en fait, j'ai lu un article passionnant cette semaine que j'ai d'ailleurs partagé sur Twitter, qui disait que chaque marque a une bonne histoire à raconter, mais qu'il ne faut pas nécessairement l'appeler content ou contenu, en fait. C'est quelle est l'histoire qu'on veut raconter, et toutes les marques ont ce potentiel et cette possibilité-là. Comment on va chercher cette histoire? Donc il y a un travail très intéressant qui est fait par Daniel Beau, que j'ai interrogé dans mon livre sur le brand content justement. Lui, il parle de brand culture. Et je trouve ça très intéressant parce que d'une certaine manière, la brand culture dépasse cette logique uniquement de content marketing d'une certaine manière et va plus loin, va au-delà en imaginant qu'on peut aller eh bien, raconter l'histoire d'une marque en partant de son ADN. Quelque part, c'est du bon planning stratégique. Et comment, à partir de cette histoire-là, eh bien, on va raconter une histoire qui va intéresser vraiment les gens ou qui va simplement leur plaire. D'accord. Et dernière question, quel est pour vous le meilleur exemple ou l'exemple le plus pertinent de brand content? Alors moi j'ai un exemple favori depuis très longtemps déjà. C'est pas un cas très récent, hein, c'est un cas qui doit avoir 4 ans. C'est pour une marque de barres chocolatées qui s'appelle Rome, un produit roumain. Et en fait ils sont allés très loin. Et justement on n'est pas dans du content type web série ou sponsoring amélioré, etc. avec un artiste machin. On est dans un exercice complet, stratégique, où le produit joue un rôle particulier. Donc en fait, d'ailleurs une vidéo sur internet, je pense que ce serait vraiment toujours très intéressant de la diffuser, avec en fait une idée qui est toute simple. C'est comment on fait prendre conscience au public que eh bien, le produit est en danger par rapport à des concurrents américains. Et bien, tout simplement, ils ont mis en scène une sorte de vrai faux rachat de la marque Rome par une boîte américaine, avec une campagne télé, avec un affreux Yankee américain qui mâche un chewing-gum dans un bureau avec des gratte-ciel derrière et qui dit on vous a bienvenue, on a racheté votre marque Rome, donc la marque ayant la particularité d'avoir le drapeau roumain dessus. Le packaging était entièrement refait dans tout le pays et ils ont mis le drapeau américain sur le paquet, sur le packaging du produit, ainsi qu'une campagne d'affichage, une campagne digitale qui accompagnait la campagne télé en disant voilà, l'Amérique peut aussi être pour vous le rêve américain. Donc, les Roumains se sont sentis insultés et donc ils ont choisi de répondre eux-mêmes, de rétorquer eux-mêmes à ça en disant non, on veut que Rome redevienne roumain. Et donc il y a une sorte comme ça de jeu avec l'opinion, avec énormément de relations presse, avec des articles, avec des citations télé, etc. Donc beaucoup de earned media autour de cette opération. Et à la fin une révélation en disant non, finalement, après qu'il y ait même eu des manifestations plus ou moins spontanées quand même, et à la fin une révélation avec non, finalement c'était une blague, Rome ne devient pas américain, Rome reste Rome et donc
donc restera toujours Rome. Et après, ils sont allés plus loin en défendant cette idée-là et en proposant que que les consommateurs roumains défendent l'idée de la Roumanie et l'image de la Roumanie sur Google. En fait, ils se sont rendus compte que quand on tapait sur Google les Roumains sont, avant on tombait sur sont moches, sont des voleurs, sont pas beaux, etc., etc. Que des mots négatifs. Et en fait, la marque a proposé au pays entier de taper des mots positifs et de taper les Roumains sont beaux, les Roumains sont intelligents, les Roumains sont riches, les Roumains sont, etc., etc. Et aujourd'hui, si vous tapez ça sur Google, vous tomberez que sur des choses positives. Donc on est dans un exercice stratégique qui n'est pas du ressort de ce qu'on peut définir comme aujourd'hui trop souvent comme du brand content classique, c'est vraiment les web-séries, le sponsoring amélioré comme ce que je disais tout à l'heure, dans une vraie histoire de marque qui s'insère très concrètement dans une vérité produit, qui s'insère dans un ADN fort de cette marque qui appartient au patrimoine de ce pays, et également dans un jeu avec le consommateur, où on n'est pas là uniquement pour lui vendre un produit, mais pour raconter une histoire. Et c'est ça qui est différent. Et c'est en cela que pour moi, ça c'est du brand content. On n'est pas dans un exercice qui est uniquement éditorial. Et donc il faut faire attention d'ailleurs avec le mot brand content. Beaucoup de débats avec Nicolas Bordas ces derniers temps là-dessus d'ailleurs, entre Nicolas Bordas, Daniel Beau, j'ai pris ma part aussi, mais de manière un petit peu moins intensive. Mais très clairement, Nicolas défend le fait que l'appellation brand content n'a aucun sens. Aussi en se basant sur le fait que dans les pays anglo-saxons, brand content ça veut rien dire. Branded content, oui. Bon, après, Daniel Beau lui dit qu'il y a une petite différence parce que le branded content, c'est le contenu qui existe déjà et qui est sponsorisé ou dans lequel la marque s'insère. À la différence du brand content, c'est la marque qui produit le contenu. Bon, je pense que tout ça, limite, on s'en fout un peu. C'est essayer d'avoir plutôt une prise de hauteur par rapport à ce débat-là et de dire, comme le dit Nicolas d'ailleurs, que voilà, tout ça, en fait, ça reste un exercice créatif. Et comme le dit Olivier Altman, qui fait la préface de mon livre, le brand content, c'est ce que devrait être la bonne pub. D'accord. Merci Thomas. Merci.